Voilà, donc notre troisième partie, ce sont les propositions pour une république incorruptible, éthique de l'État et contre-pouvoir. Bon, je crois que c'est assez explicite. Je vais proposer à Géraud Guibert de commencer, parce que je crois que tu souhaitais commencer, Géraud, en fait. Oui, enfin, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, je te propose, oui. Merci bien. Merci d'abord de cette invitation et je crois que c'est merci à Delphine et à Lucille et je crois que ça ne marche pas parce que je l'ai cassé, c'est ça. Je crois que c'est en effet très utile que sur ces sujets il y ait une mobilisation forte, des réflexions approfondies. Parce qu'il faut reconnaître que dans le passé, y compris récent, ça n'a pas toujours été le cas chez tout le monde et dans certaines circonstances. Je voudrais d'abord dire d'où je parle. Parce que je pense que dans ce type d'exercice, et de façon générale d'ailleurs, c'est tout à fait important de le dire. J'ai été directeur de cabinet de la ministre de l'écologie Nicole Bricq. Et disons que nous avons été mutés largement pour des raisons d'influence des lobbies pétroliers. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis professionnellement conseiller maître à la Cour des comptes, donc magistrat à la Cour des comptes, même si je ne parlerai pas évidemment au nom de la Cour des comptes. Et troisième point, je suis président avec toute une équipe dont certains sont dans la salle. Je suis président de la Fabrique écologique, qui est une fondation pluraliste, qui est financée par des entreprises, publiques et privées, avec une charte de conformité et une règle absolue de transparence qui fait que nous avons d'ailleurs parmi les 40 think tanks français qui comptent, dans la récente enquête de l'Institut Think, nous sommes sur la première marche du podium sur la transparence de l'ensemble de notre activité, puisque tout est sur notre site, nos notes, nos modes de financement, notre budget, etc., etc. Je voudrais rapidement évoquer 3 ou 4 points, en essayant d'aller vite, puisque la matinée s'avance. Le premier point, c'est que moi, je vois un lien extrêmement fort. Je pense que ça a été d'ailleurs dit à plusieurs reprises au cours de la matinée, entre l'importance majeure que prennent les questions écologiques et ce sujet. Les sujets écologiques, on le sait bien, sont en train et vont dans l'avenir surplomber l'ensemble des autres sujets. Et ce sont des sujets qui mettent en jeu à la fois le court terme, le moyen terme et le long terme, qui mettent en jeu des difficultés de convergence, en tout cas pour certains d'entre eux, entre l'économique, le social et l'environnemental, qui mettent en jeu la notion de bien commun par rapport à l'intérêt particulier, et donc bien traiter ce sujet du lobbying, des conflits d'intérêts, etc., et des intérêts privés, est absolument majeur si on veut dans l'avenir bien traiter les sujets d'écologie. Et ça, je pense que c'est vraiment un premier aspect important, d'où l'importance et l'intérêt de la démarche que vous avez ce matin. Deuxièmement, je voulais vous dire que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Je vais prendre simplement quelques exemples, y compris par rapport à ce qui a pu être dit ce matin. Premier exemple, comment traiter le sujet des hauts fonctionnaires qui, dans l'administration, préparent leur sortie dans le privé pendant plusieurs années pour pouvoir avoir un poste satisfaisant dans le privé et ensuite d'ailleurs démissionner de la fonction publique. Donc, premier exemple qui, à mon sens, n'est pas tout à fait couvert par les sujets d'aujourd'hui, mais qui est une vraie réalité. Deuxième exemple en sens inverse, parce que je pense que le sujet doit se poser aussi en sens inverse. Est-ce qu'un haut fonctionnaire qui s'occupe, par exemple, dans son activité professionnelle, d'une manière ou d'une autre, des migrations, est en conflit d'intérêts s'il fait partie d'une association bénévole d'aide aux migrants? Vrai sujet. Et je pense qu'on a intérêt à mettre ces sujets à plat pour bien traiter le sujet. Dans les conflits d'intérêts, dans la définition, disons, découlant de la loi de 2013, il y a l'activité bénévole.
Est-ce que c'est vraiment justifié? Suis-je aujourd'hui en conflit d'intérêts pour parler sur ce sujet alors que je suis président bénévole de la Fabrique écologique? Est-ce que si je proposais aujourd'hui, ce que je ne ferai pas, de renforcer par exemple le rôle de la Cour des comptes sur l'ensemble de ces sujets, je serais en situation de conflit d'intérêts? Donc on voit bien que c'est des questions qui sont tout à fait difficiles. Troisième point, je voudrais pointer le risque, le double risque. D'abord, évident de ne rien faire, car je crois qu'il est évident qu'il faut qu'il y ait des nouvelles initiatives qui soient prises, et j'y viendrai, car on voit bien que c'est un sujet majeur et que l'actualité abonde de ce sujet, et que si on ne fait rien, c'est vraiment le sentiment de notre population sur notre démocratie qui va continuer à s'aggraver. À l'inverse, faisons attention à ne pas tomber dans une logique du complotisme généralisé. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai aussi que toute une série de corps intermédiaires dans notre pays, et heureusement, même s'ils sont en contact avec les lobbies, ne sont pas dépendants des lobbies et font leur travail tout à fait dans le sens de l'intérêt général. Donc faisons attention à ne pas donner l'impression, y compris à notre population, que nous sommes dans un système où tout est pourri, où tout est complot, et où finalement il n'y a plus qu'à se désespérer, ou je ne sais pas quoi faire, mais que la situation est gravissime. Quatrième point et dernier point, je voudrais formuler 3 types de propositions qui me paraissent les plus importantes, à mon sens, enfin c'est un avis personnel, les plus importantes si on va aller dans le sens que moi j'appelle la République pour tous. Le premier point, c'est, et à mon avis le plus important, qui n'est pas un point juridique, c'est la pluralité de l'expertise. Vieux sujet, très vieux sujet, mais sujet qui, dans notre pays, y compris quand on le compare à nos partenaires étrangers, est un sujet totalement maltraité. On voit bien que, malgré les efforts faits, ou malgré ce qui est parfois dit, sur toute une série de sujets, les expertises sont très largement déséquilibrées. Très largement, en termes de moyens, en termes de possibilités d'action. Et donc, saisissons-nous du problème d'équilibre et de pluralité des expertises, car si officiellement il peut y avoir certaines pluralités d'expertise, on voit bien que ces expertises n'ont pas du tout ni les mêmes moyens, ni les mêmes possibilités d'action, ni les mêmes possibilités de réflexion ou d'analyse. Deuxième point, moi je crois à la transparence. La transparence, c'est en tout cas la condition sine qua non pour qu'on puisse apprécier les choses et que le citoyen, y compris le citoyen, puisse apprécier les choses. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire 2 suggestions, mais je sais pas, peut-être que c'est pas très original, je n'en sais rien, mais enfin je les fais quand même. Je les ai pas beaucoup lues. La première suggestion, c'est que à l'Assemblée nationale, il y ait une plateforme où ceux qui veulent à l'extérieur déposer des amendements tout faits soient obligés de passer. C'est très simple, une plateforme informatique qui ferait que tous les représentants d'intérêt, mais aussi d'ailleurs les associations, etc., qui voudraient déposer des propositions d'amendements, seraient obligés de déposer ces propositions d'amendements sur cette plateforme. Je pense que le moyen de contrôle étant d'ailleurs très simple, puisque il suffit d'avoir deux amendements identiques, comme ça arrive assez régulièrement, pour se dire que si le représentant d'intérêt n'est pas passé par la plateforme, il est en infraction. Je pense que ce type de proposition permettrait d'y voir clair sur qui fait quoi. Et ce serait déjà une première étape absolument majeure. Deuxième suggestion, je pense qu'il serait indispensable que les agendas vis-à-vis des intérêts privés, les agendas des ministres et des membres de cabinet soient publics. Pas tous les agendas, il est tout à fait normal qu'un ministre ou un membre de cabinet, mais les agendas des personnes correspondant à des intérêts publics marchands. Je pense que c'est tout à fait faisable. Il y a déjà des dispositifs qui permettent d'enregistrer les visiteurs. C'est donc tout à fait faisable. Et déjà, s'ils étaient rendus publics, je pense que ça éviterait le représentant du lobby, et je l'ai moi-même connu,
qui vient frapper à la porte du ministère toutes les semaines, qui est reçu toutes les semaines, pour ensuite faire passer ses amendements et ses propositions. Troisième catégorie de propositions, en matière de conflit d'intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, le très grand trou que nous avons, y compris d'ailleurs malheureusement de l'actualité récente, c'est le passage du privé au public. Et c'est beaucoup plus ça que l'inverse. L'inverse mérite d'être consolidé, amélioré, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui d'avoir un dispositif qui aujourd'hui n'existe pas du tout, pour qu'on puisse s'assurer à partir du moment, et ce n'est pas illégitime, je pense que ça peut se justifier, qu'il puisse y avoir une embauche de quelqu'un ayant travaillé dans le privé. Il y a quand même de multiples exemples, y compris l'exemple de spécialistes informatiques, etc., enfin toute une série de gens qui sont très compétents dans le privé et qui peuvent être recrutés dans le public. Je pense qu'il serait très important que, en tout cas à un certain niveau, ces personnes fassent l'objet d'un examen par une commission de déontologie qui donne un avis sur, y compris d'ailleurs au niveau des cabinets, bien entendu, au niveau des ministres, qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt à cette nomination, ou que s'il y a un conflit d'intérêt, il est bordé, il est analysé et des mesures sont prises pour le supprimer. C'est le paradoxe aujourd'hui de la situation, qu'il n'y ait pas cet aspect. Moi, je veux bien qu'on se dise on va interdire aux fonctionnaires d'aller dans le privé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, et nous, à la Fabrique écologique, on essaye de faire des choses concrètes et réalistes. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit réaliste. On ne pourrait pas en parler trop longtemps, enfin, pour de multiples raisons. Par contre, je pense que cette proposition-là, qui correspond vraiment à un trou dans la législation, me paraît réaliste et me paraît même indispensable si on veut éviter certaines dérives. Alors, tout ça ne réglera pas les sujets éternels qu'on connaît par cœur, y compris des sujets de corps qui commencent dans le public et qui finissent aussi parfois dans des entreprises publiques ou privées, et des logiques de carrière, comme je le disais, l'exemple que j'ai cité, qui sont aujourd'hui une réalité. C'est un système français, Lucille d'ailleurs l'a analysé dans une note célèbre de la Fabrique écologique. Et célèbre, oui, célèbre parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions ayant été, c'est qui date d'il y a 2-3 ans, je crois, 3 ans. Il y a évidemment une consanguinité. Moi, à titre personnel, je pense que c'est un des sujets majeurs, mais ça dépasse assez largement notre table ronde. Et je pense que un des éléments majeurs pour sortir de ça, c'est la décentralisation, en particulier en matière d'écologie, en matière d'énergie. Et c'est le fait que toute une série de pouvoirs locaux s'emparent de ces sujets plutôt que le seul État. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire pour limiter ces dérives. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Élise Van Beneden. Oui. Voilà, vous êtes secrétaire générale adjointe d'Anticor et vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc Élise Van Beneden, je suis secrétaire générale adjointe d'Anticor. Je suis avocate par ailleurs. L'association Anticor fait beaucoup de plaidoyer, donc enfin la plaidoyer, c'est-à-dire du lobbying, nous aussi. Peut-être couper le téléphone. Couper le son si on peut. Il y a un téléphone qui sonne. Ah. Bien. Bon, moi c'est reparti. Donc, l'association Anticor fait du plaidoyer, donc du lobbying, mais on dit plaidoyer parce que nous, on défend l'intérêt général pour modification des lois, et on a une activité qui est, par ailleurs, est principalement judiciaire. Et c'est pas vraiment dans ma partie, mais j'y ai pensé tout à l'heure dans la première partie. On a eu 2 décisions de la Cour de cassation cette année dans 2 dossiers. Un dossier qui concerne un député et un dossier qui concerne un sénateur. Et ces 2 personnes ont quand même affirmé devant les juridictions qu'ils n'étaient pas chargés d'une mission de service public.
Donc, bien évidemment, ça n'a pas vraiment tenu, mais il a fallu quand même que la Cour de cassation, par 2 arrêts cette année, confirme qu'un parlementaire est bien en charge d'une mission de service public. Et on a parlé tout à l'heure de l'intérêt général et du sens de l'intérêt général. Et en fait, moi, je constate quand même qu'il y a une perte de sens de l'intérêt général et qu'il faut peut-être faire du lobbying auprès de nos parlementaires pour qu'ils retrouvent ce goût qui était prépondérant avant, hein, pour les missions d'État et pour la défense de l'intérêt général. Voilà. Bon, à part ça, une autre anecdote. J'ai vu en lisant des articles que, et vous savez qu'il y a un site qui s'appelle nosdéputés.fr, et donc il y a un député du MoDem qui expliquait que certains députés en fait surveillent leurs stats sur ce site pour voir s'ils étaient bien référencés auprès des lobbyistes, c'est-à-dire s'ils étaient des bons candidats pour l'action des lobbyistes. Donc voilà, c'est quand même un petit peu effrayant quand on sait par ailleurs que un parlementaire peut toujours avoir une activité de conseil s'il a créé sa boîte de conseil avant d'être élu. Quand on sait également que les parlementaires ont le droit de recevoir des cadeaux, ce qui est quand même un peu étrange. Moi, je suis venue les mains vides aujourd'hui, je suis navrée. Mais les parlementaires ont le droit de recevoir des cadeaux. Ils doivent les déclarer à partir de 150 € de valeur. On se demande un petit peu si on ne devrait pas mettre un petit peu plus d'obstacles à cette commercialisation du mandat d'un représentant de la nation. Voilà, donc je vous disais que l'association Anticorps fait du plaidoyer. Jérôme Carsentier a présenté quelques-unes de nos propositions. Donc, effectivement, la publication des agendas, pardon, c'est très important pour la traçabilité, en fait, puisqu'on va pouvoir, a posteriori, s'il y a des prises de position des parlementaires, vérifier quelles personnes ils sont entretenus à tel moment, et ce qui a pu influencer ces prises de position. L'origine des amendements, bien évidemment, et la plateforme est une excellente idée. J'ajouterais peut-être que sur cette plateforme, on pourrait aussi mettre les expertises qui sont transmises aux parlementaires, et toutes les informations fournies aux parlementaires. On propose aussi en fait que l'intervention des lobbyistes se fasse plus dans les couloirs et dans les bureaux des parlementaires, mais qu'il y ait des espaces ad hoc qui soient créés pour discuter les lois et tous les arguments qui leur sont soumis. Moi, ça me choque quand même en tant qu'avocate qu'on ait un système où il n'y ait aucune égalité des armes et aucun contradictoire. Donc il faut absolument que cette expertise qui est fournie aux parlementaires, elle puisse être discutée et qu'elle soit discutée dans, bon, moi c'est le cadre que je connais évidemment, hein, une espèce de salle d'audience pour les parlementaires. Pourquoi pas? Et donc, j'en viens à cette idée que j'ai entendue dans la plupart des interventions, qui est que l'expertise est absolument fondamentale. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait convaincre un parlementaire de déposer un amendement ou de prendre telle ou telle position. Alors, en dehors des hypothèses où on pourrait aller sur le trafic d'influence, parce qu'il y a un avantage, il y a une contrepartie, quand même, dans le reste des hypothèses, on imagine qu'ils sont convaincus par les arguments qu'on leur présente. Et s'ils sont convaincus, à mon avis, c'est parce qu'on leur fournit une expertise qui a l'apparence de l'impartialité. Ces expertises, en fait, il faut remonter très haut pour les combattre parce que les expertises ou déjà les publications scientifiques sont déjà financées par les entreprises, c'est-à-dire qu'un chercheur qui a du mal à se faire publier, en fait, il suffit qu'il aille voir telle entreprise qui a des contacts dans le monde de l'édition scientifique et tout d'un coup il va devenir publié par magie aussi reconnu
et donc influencer en amont l'expertise sanitaire et médicale. Et en fait, ce sont sur ces documents-là, sur cette production scientifique, que les organismes qui sont chargés de contrôler, de vérifier, de juger les produits qui sont commercialisés vont se baser. Alors, l'association Anticorps n'avait pas vraiment vocation à la base à intervenir dans ce type de secteur. Il se trouve qu'on prend un petit virage, ou en tout cas on élargit notre base d'action en ce moment parce que ce sont des domaines, la santé, l'alimentation, l'environnement, où l'intérêt général devrait être protégé comme le Saint Graal, ce qui n'est pas le cas. Et donc on a inauguré ce virage par une première action, et donc je voulais vous en parler dans la partie solution, et là c'est la partie solution contre-pouvoir, et c'est une solution judiciaire qu'on a choisie, mais bon c'est notre mode d'action généralement. Là on a déposé une plainte le 3 octobre contre 7 experts de la Haute Autorité de Santé qui ont participé à l'élaboration d'une recommandation pour l'utilisation d'un médicament. En l'occurrence, c'est pour l'hypercholestérolémie. Voilà. Et on s'est rendu compte, mais c'est vraiment un cas pris au pif, parce que c'est un phénomène qui est absolument systémique. On s'est rendu compte que sur les 9 experts qui avaient participé à l'élaboration de cette recommandation, donc qui va être destinée aux médecins et qui leur indique dans quel cas il faut prescrire tel médicament et à quel dosage, on s'est rendu compte que 6 des 9 experts avaient des liens d'intérêt évidents avec des entreprises qui étaient intéressées à la commercialisation de ce médicament. Et une autre n'avait pas vraiment de lien évident, en tout cas c'était plus difficile à qualifier, mais comme les 6 premiers avaient manqué à son devoir de faire une déclaration publique d'intérêt exhaustive et sincère. Donc ces experts, en fait, si on regarde le Code de la santé publique, ils n'ont pas le droit d'avoir de lien avec des entreprises intéressées au champ de régulation de l'autorité pour laquelle ils bossent. Ce sont des personnes qui sont encore chargées d'une mission de service public. Et étant chargés d'une mission de service public, ils sont susceptibles d'encourir les peines qui sont prévues à l'article 432-12, je crois, du Code pénal sur la prise illégale d'intérêt. Donc on a un lien en fait entre le Code de la santé publique et le Code pénal, et pour nous c'est une voie d'action qui est assez facile puisque Anticorps maintenant depuis quelques années déjà, depuis 4 ans, est agréé par la garde des Sceaux pour agir dans ce type de dossier. Donc, on s'est dit qu'on allait s'attaquer à ça. En l'occurrence, c'est une recommandation on n'a pas de suspicion par rapport aux dangers qui pourraient exister sur la santé des personnes. C'est pas la question. On a vraiment pris un cas banal, et je pense que si on commence à regarder les autres cas, ce qui va arriver, on va se rendre compte que c'est une norme en fait, c'est la règle. On a voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et donc on a porté plainte contre 6 experts pour prise illégale d'intérêt, et par ailleurs on a porté plainte contre 7 experts pour déclaration non sincère de leurs intérêts. Voilà. Donc l'idée étant que il va falloir que ces experts commencent à déclarer leurs intérêts, il va falloir que les autorités de rattachement commencent à vérifier les liens d'intérêt qu'ont ces experts pour les sélectionner. Alors, une grande réponse à ce type d'action, là, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'entends ça, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit notre ministre de la Santé quand elle a été nommée, c'est que les experts sont pas bons si ils n'ont pas travaillé sur les médicaments et avec les labos. Bon, bah c'est parfaitement faux. D'ailleurs, il y avait 3 experts qui n'avaient pas travaillé sur les médicaments, donc si c'est vrai, je me demande ce qu'ils faisaient là. Et de toute façon, un expert est parfaitement capable de travailler sur un médicament qu'il ne connaît pas. Et en plus, ces experts, comme je disais tout à l'heure, ils se fondent sur les articles qui sortent dans les revues scientifiques. Donc, en fait, leur expérience personnelle n'est pas vraiment prédominante
dans leur jugement. Donc, ce qu'il faut du coup quand on dit qu'il y a cette expertise existante et qu'il y a cette expertise de parti qui est potentiellement et bien souvent biaisée, c'est de voir apparaître une contre-expertise citoyenne. Et il commence à y avoir des initiatives de ce côté-là. Le grand problème, ça va être, comme d'habitude, le financement, les sous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Sylvain Angeran, qui est coordinateur des campagnes des Amis de la Terre. Vas-y, Sylvain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, je pense que c'est toujours bien de se présenter, de se dire d'où on parle. Donc moi, je suis coordinateur des campagnes des Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, c'est une fédération nationale, une fédération internationale qui travaille vraiment sur les questions écologiques en articulant toujours la question des droits sociaux et des droits environnementaux. Ça fait 15 ans que je fais ce travail de formation. Je suis ingénieur forestier et j'ai beaucoup travaillé sur les questions des forêts tropicales. Et aujourd'hui, je continue puisque ce qui occupe une bonne partie de mes jours et de mes nuits, c'est notamment la bataille actuelle sur l'huile de palme et les carburants. Je vais prendre d'ailleurs cette campagne un peu comme fil rouge de mon exposé, ainsi que ce qui s'est passé autour de la loi Hulot hydrocarbures, pour essayer d'identifier un certain nombre de recommandations dont pas mal ont pu être dites déjà. Je voulais commencer déjà par un petit mot de commentaire sur ce que c'est que le lobby et autres. Moi, je me suis bien reconnu dans votre propos sur le fait qu'il ne faut pas caricaturer le lobby à quelque chose qui est toujours actif. L'image de l'entreprise qui vient avec sa valise de billets pour caricaturer. Il y a une forme de lobby passif. L'huile de palme. C'était le premier dossier qu'on a mis sur la table de Nicolas Hulot quand il est arrivé au ministère. Cette histoire de raffinerie de la Mède. Depuis 2015, on travaille dessus. Avec Madame Royal, avec d'autres qui n'ont rien fait. Bon, passons. Premier dossier sur sa table. Il arrive à annoncer au plan climat que la France va s'engager à ne plus utiliser d'huile de palme dans les carburants. C'était en juillet 2017. Là, tout le monde lui est tombé dessus. Le lendemain, il avait la Malaisie au téléphone et autres. Et en fait, on s'est retrouvé avec un système d'autocensure très fort. Le dossier est reparti dans les mains du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie. Et la France, en quelques mois, en 6 mois, est passée d'un pays qui avait dit non à un pays qui était le meilleur supporter de la Malaisie, de l'Indonésie et de Total pour bloquer un compromis européen. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi une forme d'autocensure qui s'est passée au sein du gouvernement, une peur plus ou moins fabulée, puisque des pays comme les États-Unis ou la Norvège ont déjà interdit l'huile de palme dans les carburants. J'en viens à plusieurs propositions. D'abord, je pense que c'est important toujours de réaffirmer, dans des cadres juridiques, dans la Constitution sans doute, la primauté du commun, d'enjeux communs comme la biodiversité, le climat, sur la liberté économique. Puisque c'est ça qui nous a été opposé lors de la loi hydrocarbures. Le projet de loi, il a été censuré avant même d'être présenté aux députés. Il est passé au Conseil d'État, il y a eu des contributions des entreprises que bien sûr on n'a pas eu, et il y a eu une censure. Voilà, je reviens à cette forme de lobby passif, enfin une censure de l'État. Nicolas Hulot a dit, effectivement, je ne vais pas prendre de risques, la liberté économique prime. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Donc la première mesure, c'est que je pense qu'il faut affirmer dans le droit, dans la Constitution, ça va être une bataille, j'espère, qui va s'ouvrir, la primauté du commun. Le deuxième, c'est évidemment la transparence, on en a beaucoup parlé. C'est la publication des avis. Avant, justement, quand ça passe au Conseil d'État, on doit pouvoir avoir accès aux avis qui ont été envoyés par ces cabinets de relations publiques, par ces entreprises. On doit pouvoir recevoir les contributions au fil lorsqu'elles sont déposées. Avoir un calendrier clair. Un exemple, cette fameuse bataille de l'huile de palme, l'amendement est passé en commission en plénière jeudi soir dans la nuit. À 18h, personne ne m'avait prévenu. Même les députés n'étaient pas au courant encore que ça allait passer dans la nuit. C'était même question de le déplacer en novembre. Donc en fait, c'est très difficile de pouvoir s'organiser aussi. Il faut un calendrier qui soit prévisible, qui soit clair. Troisième recommandation, limiter la multiplication des espaces. Ça, je trouve qu'on n'en a pas encore assez parlé aujourd'hui. C'est effectivement, les ONG, on n'a pas les mêmes moyens que les entreprises. Donc une stratégie très claire depuis, par exemple, je reprends cette histoire d'huile de palme, c'est d'en parler au sein du groupe national forêt tropicale,
puis au sein de la stratégie nationale bas carbone. Puis si ça suffit pas, parce que j'arrive quand même à venir et les embêter, on va créer 3 sous-groupes techniques. Alors on peut pas se diviser par 3, alors on envoie les collègues, il faut briefer les collègues. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à disperser les forces. Et on se retrouve dans des commissions où il y a des décisions qui sont prises, et après on nous les oppose dans une autre en disant « Ah ben regardez, la commission bidule, on a dit que l'huile de palme dans les carburants, c'était pas si mal que ça, quoi. » Voilà. Donc, une recommandation, c'est de dire effectivement, on multiplie pas les espaces, et si dans un espace, on ne peut pas avoir une égale représentation des intérêts des entreprises et une contre-expertise, eh ben cet espace n'a pas lieu d'être. Voilà. Un autre exemple, c'est quand même là-dessus, toujours sur cette multiplication des espaces, ce qui est fou, c'est que depuis le début, je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec Total. Ah si, j'arrive à avoir un rendez-vous avec leur service de com. Ils refusent de nous rencontrer. Ils refusent de rendre transparents les fournisseurs d'huile de palme et les quantités exactes qu'ils vont utiliser sur la MED. C'est fou quand même. On se retrouve dans une logique de la variante de la stratégie de la chaise vide, vous savez. Moi, j'ai expérimenté la chaise chaude. C'est une autre forme. C'est-à-dire que parfois, j'ai été auditionné, et là, je me rends compte que juste avant moi, il y avait Total qui est passé. Mais à aucun moment, on peut débattre ensemble, contredire. Donc je me retrouve à devoir démentir leurs arguments sans pouvoir avoir un vrai débat contradictoire. Et ce phénomène de la chaise chaude, depuis 2015, je l'ai vécu une dizaine de fois. J'ai l'impression de passer à des endroits où on me dit « Ah, Total nous a dit ça. » Jamais on a pu avoir un débat contradictoire. C'est quand même fou dans une démocratie, quoi. Donc j'arrive à la 4e recommandation, un examen contradictoire. Pour tout amendement, pour tout projet de loi, effectivement, il faut inventer des formes où on propose, on rend transparent des amendements. S'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, ils le disent. Mais nous aussi, on peut le voir et on peut déposer justement des éléments. Là aussi, sur l'huile de palme, on a été épuisé avec ça, quoi. Littéralement épuisé. C'est à moi de justifier, par exemple. Hier après-midi, je reçois un coup de fil du cabinet de Rugy qui me dit « Ah oui, on est désolé pour ce qui s'est passé cette nuit, mais vous savez, l'amendement que vous aviez discuté un peu avec les députés, ils l'ont rédigé, ils l'ont compris comme ils l'ont pu. Oui, mais il n'est pas valable juridiquement avec l'OMC. » Donc c'est à moi de me retrouver vendredi soir à rejustifier pourquoi l'article 20 du GATT permet de justifier une différenciation environnementale. C'est un truc de malade, quoi. Et donc, là aussi, on arrive aux moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une égalité de moyens. Il faut que ce ne soit pas toujours à nous de faire la preuve des choses, de prouver, comme le tout nouveau ministre de l'Agriculture nous dit aux scientifiques, prouvez-nous que les pesticides, c'est dangereux pour la santé, après on vous écoutera. C'est fou. Donc il faut quelque chose d'indépendant. Il faut un pool de juristes, si je reprends mon exemple de l'huile de palme, où c'est pas à moi de passer mes nuits pour décortiquer les articles du GATT, mais je peux activer des pools de juristes qui vont fournir ça. 6e recommandation, des outils différenciés. Évidemment, on a parlé de la loi Sapin, le registre des représentants d'intérêt. Moi, j'y vais pas. Les Amis de la Terre ont fait le choix d'y aller. Ça fait un grand débat, dans l'association. Mais je pense qu'il faut effectivement un outil différencié. Il faut un outil différencié parce que c'est du temps de travail. C'est compliqué. Et je suis totalement transparent sur ce que je fais, mais ça me gêne d'être mis sur le même niveau que des lobbyistes. Puisque le plaidoyer, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une certaine vision de l'intérêt commun. Je ne défends pas l'intérêt commun, une certaine vision. Il y a peut-être des gens qui ont une vision différente de la nôtre, mais je ne défends pas l'intérêt privé. Mieux encadrer les conflits d'intérêts, évidemment, 7e remarque, ça a été dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, quand on quitte le public pour aller dans le privé, notre choix, mais on n'y revient pas après. En tout cas, il faut le limiter fortement. Et l'inverse est vrai aussi. Que quelqu'un du privé vienne dans le public, fondamentalement, pas de problème. Mais avec une commission de déontologie, et sans doute pas pour traiter du même sujet. Que quelqu'un qui soit aux relations publiques de Danone vienne travailler au ministère de la Culture, ça ne me choque pas. Qu'elle devienne secrétaire d'État à l'écologie, ça me pose un problème. Et je finirai sur un dernier point, je trouve aussi qu'on a peu évoqué, c'est la nécessité de capitaliser. C'est que justement, dans cette bataille du pot de terre contre le pot de fer, nous, on s'épuise. Moi, j'ai pas le temps d'écrire tout ce que j'ai vécu là depuis 2015 sur l'huile de palme. J'ai pas le temps. Il faut que j'arrive à trouver. À Bloom, vous l'avez fait. Au moins partiellement, j'ai vu. Ça, c'est génial. Il faut qu'on arrive à le faire. Parce que derrière, en fait, on a un énorme turnover dans les associations. J'ai vu mes collègues découvrir, là, sur le projet de loi de finances, comment ça marchait. Le temps à passer pour découvrir comment marche un projet de loi de finances, c'est énorme. Et donc, il faut qu'on capitalise, qu'on explique ce qui s'est passé dans nos campagnes qu'on a pu gagner ou celles qu'on a pu perdre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre au pot commun avec les parlementaires, toute cette expérience-là. Et ça ferait gagner un temps fou, je pense, à tout le monde. Voilà.
J'en finis là-dessus. Merci. Alors, notre dernière intervenante est Elsa Kissel, qui est donc qualifiée de citoyenne lobbyiste. Donc, allez-y, Elsa, expliquez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est le seul intitulé sur la fiche où il y a beaucoup de guillemets autour. Donc en fait, moi rapidement, j'ai travaillé pendant 6 ans comme fonctionnaire et depuis 2 ans, j'ai décidé de m'engager davantage sur des sujets qui me tiennent plus à cœur que ce que je faisais avant, c'est-à-dire vers l'agriculture. Et donc en 2017, j'ai lancé donc en tant que citoyenne, toute seule, j'ai lancé une pétition pour la transparence sur les pesticides dans les aliments, pour laquelle j'ai eu presque 40 000 signatures depuis. Et la question c'était, maintenant qu'on a une pétition, maintenant que j'ai des gens qui me soutiennent et qui ont écrit plein de messages vraiment super chouettes en la signant, en disant allez-y, faites quelque chose sur ce sujet. Je me disais bon, et qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là que j'ai commencé un travail de lobbying quand la loi de agriculture et alimentation est arrivée à l'Assemblée puis au Sénat en février 2018. Voilà, donc l'idée c'était de se dire, oui, c'est nos représentants qui vont maintenant avoir le pouvoir d'agir sur ce projet de loi qui est pas forcément tout à fait satisfaisant au départ. Et donc c'est là qu'il va falloir mettre de l'énergie pour les convaincre. Donc pendant 5-6 mois, j'ai fait un travail de lobbyiste que je me suis approprié et que je trouve assez intéressant parce que je me suis réapproprié en fait mes institutions que je connaissais en théorie mais que je connaissais pas forcément très bien. Et je peux vous faire un petit rapport d'étonnement, un rapport d'étonnement sur des choses qui m'ont paru plus ou moins normales. Enfin, plus ou moins normales, plus ou moins correspondent à ce que j'attendais d'une institution qui me représente. Alors la première chose, on l'a beaucoup dit, c'était qu'il y ait plus de transparence sur qui fournit les amendements. Parce qu'effectivement, moi je me suis retrouvée à fournir des amendements à des élus qui disaient « Ok, on prend ». Et alors j'étais très contente qu'ils le prennent. Je voulais pas moi en mon nom, je voulais pas forcément qu'on en apparaisse, mais je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils prennent comme amendement en fait ?» Du coup, s'ils prennent les miens. J'exagère un peu, mais je veux dire, j'avais beaucoup travaillé, j'avais construit tout un argumentaire juridique qui tenait la route, etc. Mais je me suis dit que effectivement, ils ont très peu de temps. Il y a énormément de lois, projets de loi qui arrivent sur leur bureau. Les collaborateurs sont dépassés. Donc, une analyse qui arrive et qui paraît intéressante et qui rassemble du monde, parce qu'effectivement, l'expertise, c'est important, mais rassembler des citoyens, c'est aussi des gens en circonscription qui vont potentiellement dire à leurs élus que c'est un sujet qui leur plaît. Enfin, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce serait bien de savoir d'où viennent les amendements. Une autre chose qui m'a choquée, c'est la notion de mandat impératif, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans notre Constitution que les députés, les élus n'ont pas de mandat impératif. Ça veut dire que ils représentent l'intérêt général une fois qu'ils sont élus et pas d'intérêt particulier. Mais j'ai découvert qu'en fait, j'ai découvert que les groupes politiques exercent une forme de mandat impératif sur les élus. C'est-à-dire que oui, un amendement qu'un député souhaite déposer, en fait, avant d'être présenté, il va faire l'objet d'une analyse en groupe politique, qui est un groupe politique qui parfois, selon la volonté du député, le groupe politique va valider l'amendement ou pas. Et si l'amendement n'est pas validé par le groupe, c'est-à-dire potentiellement beaucoup de gens à l'Assemblée aujourd'hui dans un groupe politique qui est très représenté, le député est seul et il part seul à la bataille. Et donc là, il a intérêt à avoir des citoyens derrière lui, ou il ne part pas, en fait. Et du coup, le sujet n'est pas porté. Et donc ça, c'est voilà. Alors j'ai lu à quelques endroits qu'en fait, l'appartenance politique ne rentrait pas dans ce qui est considéré comme un mandat impératif. Mais en tant que citoyen, je trouve que c'est assez pesant. Un autre élément qui m'a beaucoup interpellée, c'est la mentalité et des élus, de certains élus, vraiment pas tous, mais certains élus. J'ai eu ce retour plusieurs fois au téléphone qui était, en fait, j'ai été élu, donc je vois pas pourquoi, les citoyens m'ont élu, donc je vois pas pourquoi maintenant ils interviendraient au moment où la loi s'élabore, puisqu'ils m'ont donné toute leur confiance. Et voilà, donc là c'est aussi un petit mur qu'on se prend comme ça.
Parce qu'en fait, on sait très bien que tous les intérêts publics, enfin les lobbies, que je n'aimerais pas lobby, mais lobbies commerciaux, lobbies financiers, etc., en fait, ils sont tout à fait écoutés au moment où la loi se construit, donc au moment où les amendements sont élaborés et discutés. Donc pourquoi est-ce que les citoyens, eux, ne pourraient pas à ce moment-là apporter leur voix? Voilà, donc le but pour moi de ce que j'appelle le lobbying citoyen, c'est venir un peu faire contrepoids, ok, dans la boîte mail de l'élu et de ses collaborateurs, beaucoup avant l'élu peut-être. Il y a les amendements et les propositions d'expertise qui viennent qui ont beaucoup de moyens financiers et juridiques pour faire de très bons argumentaires. Mais il faut aussi qu'il y ait les citoyens qui puissent intervenir. Et donc, voilà. Et une dernière chose qui m'a étonnée, mais à partir du moment où les députés, les élus sont débordés, ils ont beaucoup de travail, il faut avoir le temps de regarder tout ce qui arrive sur leur table et que finalement, selon l'appartenance politique, on n'a pas forcément de temps de parole en hémicycle pour défendre ces amendements. Et du coup, je me dis que le lobbying, il a évidemment, mais ça vous le savez tous, il doit avoir lieu au niveau des cabinets ministériels, voire de l'Élysée. Et là, en tant que citoyen, autant quand même, pour ce qui est Assemblée nationale et Sénat, il y a des éléments de transparence qui sont indéniables et on peut contacter nos élus et ils sont là pour nous écouter. En revanche, au niveau d'au-dessus, d'où viennent souvent les projets de loi, c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre. Voilà. Donc, c'est un rapport d'étonnement, j'ai pas forcément de solution, vous en avez exprimé beaucoup qui me paraissent aller sur la bonne voie. Voilà, donc pour vous dire que du coup, avec quelques autres citoyens, j'ai commencé à fonder quelque chose qui s'appelle lobby-citoyen.fr. Donc là, c'est lobby citoyen. Alors je sais que ça fait débat de parler de lobbying pour les citoyens. L'idée, c'est de la com, hein, c'est de faire se rencontrer deux mots qui normalement ne vont pas ensemble. Mais surtout, l'idée de cette association, c'est de faire de la pédagogie sur les institutions et sur les combats qui sont menés par des citoyens ou des associations pour défendre l'intérêt général. Parce que c'est un gros mot, mais c'est un mot qu'il faut vraiment qu'il faut se réapproprier. Et donc un travail de pédagogie, un travail aussi où par exemple, les gens qui avaient signé ma pétition, je leur ai proposé de venir sur ce site et leur expliquer qu'ils pouvaient écrire à leurs parlementaires en étant bienveillants. Donc évidemment, moi j'avais fait mon argumentaire juridique qui allait partir quand ils allaient envoyer, mais ils avaient un petit encart où ils pouvaient choisir leur député et dire bah voilà, bonjour, je vous ai croisé sur le marché, qu'est-ce que vous faites sur ce sujet qui me tient à cœur. Donc l'idée que les gens prennent le temps de comprendre les institutions, enfin que nous on prenne le temps de leur expliquer pour ceux qui sont intéressés, et aussi qu'ils prennent le temps de se réapproprier des institutions qui sont vraiment très très importantes et qui sont là où se prennent les décisions politiques. Et l'idée finalement, c'est de rétablir un peu quand même un pont et la confiance entre les citoyens motivés et les élus, parce que parfois les élus n'ont vraiment pas l'habitude d'avoir la main sur la décision. Voilà, c'est une des propositions, une des solutions que je vois pour faire plus de place aux citoyens dans nos institutions et l'élaboration de la loi.